achète une poissonnerie. Je vais l'aider à la poissonnerie. Je me lève à 2h du matin pour aller faire les achats à Rungis avec lui. Donc c'est très physique, ça sent pas bon. Et avant midi, je tombe dans les pommes. Quand je me réveille, je me dis, il va falloir que tu te mettes à travailler, il va falloir que tu te formes, parce que sinon tu vas terminer poissonnière. J'ai toujours dit aux vendeurs, on est dans un secteur du luxe où la barre est très haute, où chaque détail est important. Il faut continuer constamment à apprendre. Le jour où vous apprenez plus, et ben vous désapprenez. À l'époque, quand je travaillais chez De Beers, on a eu un agent de sécurité qui était vraiment exceptionnel. Et un jour, j'ai eu l'occasion de faire une vente sur des sorties de collection et on me demandait de recruter 2 vendeurs juste sur 2 jours. Je vais prendre mon agent de sécurité, je suis sûre qu'il va cartonner. Sur les 2 jours de vente, il me réalise le chiffre d'affaires. Bonjour Sandra, bonjour Guillaume, merci de venir avec nous. Ça nous fait super plaisir de vous accueillir enfin dans cette interview dont on parle tant. On va parler d'un sujet que beaucoup de personnes connaissent, mais finalement, est-ce que tout le monde le connaît vraiment bien? C'est le domaine du luxe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Comment vous êtes arrivé dans ce domaine-là? Oui, c'est un sujet qu'on adore parce c'est pas qu'on a grandi dedans, mais on a baigné dedans depuis tout jeune. Moi, je suis arrivé là-dedans par la petite porte. Il n'y avait pas beaucoup d'argent chez moi, donc je viens du fond du Béarn. Si pour ceux qui voient pas, c'est juste à côté du Pays Basque, à côté de l'Espagne. Et ma mère était femme de ménage, cuisinière. Mon père travaillait dans une centrale hydroélectrique qui appartenait à la SNCF. En échec scolaire, dès la sixième, donc je pouvais même pas redoubler, donc je finis chez les curés. Et là, j'apprends un peu à travailler, etc. Je vous passe toutes les étapes. On arrive au moment où j'ai le bac et où je veux faire des études. Donc, je veux faire une école de commerce. Et quand j'annonce à mes parents et quand j'annonce à mon père que je veux faire une école de commerce, je le vois mais se décomposer en me disant mais on pourra jamais te le payer. Et je dis mais si, j'ai bien réfléchi, je vais travailler, je vais faire des cours, enfin je vais bosser. Donc j'ai fait du phoning et ça suffisait pas. Et ensuite un jour il y a eu une annonce chez Louis Vuitton. À un moment, à période de Noël, ils cherchaient du soutien dans les boutiques pour être en gros assistant paquet cadeau. Donc je suis allé chez Louis Vuitton où j'ai commencé assistant paquet cadeau, c'est-à-dire je remontais les boîtes, je remontais les rubans, je remontais les sacs, les catalogues pour Noël, etc. Et je devais ranger le stock. Et en fait, ils avaient jamais eu une cave aussi bien rangée. Et il y a un vendeur qui après revenait pas, donc j'ai demandé si éventuellement il serait d'accord pour me prendre, si moi je pouvais tenter ma chance. Ils m'ont dit ok, vas-y. Donc j'ai arrêté mes études, j'ai bossé une année pleine full-time chez Louis Vuitton comme vendeur où j'ai appris à vendre. C'était génial parce que j'avais l'impression d'être dans un roman. On parlait toujours, c'est monsieur machin, ça c'est la valise de madame Untel, ça c'est le sac de monsieur Untel. On serait cru dans les séries avec les palaces et tout ça. Et il y avait que des gens importants et moi j'étais là-dedans. Et puis j'avais, je sais pas, 21, 22 ans, donc j'étais tout jeune. Et puis du coup, les clients, ils m'aimaient bien parce que j'étais le petit jeune qui venait avec ma tête de jeune, c'était vachement sympa. Et la deuxième année, j'y suis resté où j'ai cumulé et mes études et le travail. Et après, une fois qu'on y est chez Louis Vuitton, c'est quand même vachement sympa. Donc j'ai eu une opportunité chez Van Cleef à Paris. J'y suis allé, je me suis présenté comme le meilleur vendeur de la boutique. Le truc, c'est que le meilleur vendeur, en fait, j'étais surtout le plus sympa et puis celui qui sautait sur tous les clients. Pendant ce temps-là, les autres, ils ont profité pour faire d'autres choses, ce qu'ils avaient à faire en back-office. Moi, j'étais avec les clients, je m'éclatais, je pensais que j'étais super fort. Quand je suis arrivé chez Van Cleef, c'était un peu la douche froide parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je savais rien vendre. Je savais servir, je savais présenter des produits, etc. Mais j'avais aucune stratégie et je savais pas arriver jusqu'à la vente. Et quand vous êtes chez Van Cleef et qu'il faut vendre de la joaillerie ou de la haute joaillerie, moi à l'époque c'était dans les grands magasins, il faut un peu de stratégie et il faut du savoir-faire. Je pensais être super fort, en fait pas du tout. J'ai réappris à présenter, j'ai surtout appris à savoir doser et un truc que j'ai vraiment appris, c'est à faire que les clients m'adorent à moi et qu'ils reviennent pour moi presque plus que pour la maison. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri dans le luxe. Après j'ai été débauché par Bulgari pour être directeur de la boutique aux Galeries Lafayette, après Avenue Montaigne, après la deuxième plus grosse boutique Bulgari au monde, c'était à Avenue Georges V. Je vous la fais courte et après une marque américaine, un des premiers joailliers américains, c'est le troisième derrière Cartier et Tiffany aux États-Unis. C'est pas du tout connu en France, ça s'appelle David Yurman. C'est une maison qui est fantastique et j'ai été directeur de la marque pendant une dizaine d'années sur Paris aussi. Et maintenant je suis à mon compte. Donc je suis consultant, auditeur, formateur et conférencier. Et j'ai des clients super prestigieux, donc je suis hyper fier. Donc, par exemple la maison Porsche, des cuisines de prestige qui s'appellent Noblessa. Et puis je fais des conférences, j'interviens pour des audits de boutiques pour donner des stratégies. Enfin, il y a plein de grandes maisons pour lesquelles je travaille aujourd'hui qui sont vraiment hyper satisfaisantes. C'est super intéressant. En fait, la façon dont tu as été dans le luxe dans un premier temps, c'était vraiment pour faire du paquet cadeau, réarrangement Ouais. de boutique. Et tu en as fait finalement une opportunité qui est devenue un métier aujourd'hui. Oui, vraiment le truc c'était de ce qu'on te demande, fais-le super bien. Et finalement c'est ce qui fait avancer un peu à tous les niveaux, mais c'est vraiment ça,
T'es là que pour faire des paquets cadeaux, mais tu fais les plus beaux paquets cadeaux de la Terre. C'est super intéressant. Super intéressant. Et toi, Sandra, si on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Alors moi, j'étais pas du tout prédestinée dans l'univers du luxe. Je suis fille émigrée. Ma mère est arrivée en France à 25 ans. Elle a élevé toute seule ses 3 enfants. Et par contre, elle m'a communiqué une valeur qui est vraiment forte, c'est la valeur du travail, parce qu'elle travaille la semaine et en plus, elle est obligée de travailler le week-end Hmm. pour finir ses fins de mois. Donc tout ça pour vous dire que j'étais un peu comme Guillaume, j'étais pas non plus une super bonne élève. J'ai terminé avec 10,05 au niveau du bac et j'avais vraiment envie de plus continuer les études. Et puis j'ai un ami qui m'a dit, tu sais Sandra, tu devrais quand même continuer, essaye quand même un IUT, technique de commercialisation, je savais même pas ce que c'était. Il me dit, tu essayes, si ça te plaît tu continues, si ça te plaît pas t'arrêtes. Alors je lui ai dit, bon pourquoi pas. Je suis partie faire mes études à l'IUT et là, mon grand frère achète une poissonnerie. Et comme on est italien, il y a un esprit de solidarité. Moi, c'était les vacances de Noël, j'avais 15 jours et je vais l'aider je vais l'aider à la poissonnerie. Je me lève à 2 heures du matin pour aller faire les achats à Rungis avec lui. Très clairement, il faut porter des poids, donc c'est très physique. En plus, ça sent pas bon. C'est vrai que le poisson, c'est une odeur, ça empeste. Surtout le matin. Exactement. Toi, 2 heures du matin. Et là, je fais toute la journée. Et avant midi, je tombe dans les pommes. Quand je me réveille, je me dis, là, Sandra, il va falloir que tu te mettes à travailler, il va falloir que tu te formes, il va falloir que tu continues tes études, parce que sinon, tu vas terminer poissonnière. Et je me pose la bonne question au bon moment. Je me dis, il va falloir réfléchir dans quel secteur tu as envie d'évoluer. Et à ce moment-là, je réfléchis et je me dis, il me faut du confort, il faut que l'environnement soit agréable, il faut que je sois dans un univers qui me fasse rêver. Et que ça sente bon aussi. Et oui, et que ça sente bon, ça évidemment. Et là, je me dis que je rêve de travailler dans le luxe. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, je remercie encore mon frère pour cette expérience, parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça y est, je sais où je veux travailler, je travaille dans le luxe. J'ai eu mon IUT et je me suis inscrite dans une école de commerce. Évidemment, on n'avait pas les moyens et j'ai décidé de faire mon école de commerce en alternance. Et là, il y a une offre qui arrive à l'école de commerce, c'était pour être commercial pour Inès de la Fressange et Lolita Lampica dans les bijoux. Et l'interview était à Amiens. Et là, je me dis, c'est la chance de ma vie, je prends le train et je fonce directement à Amiens pour passer l'entretien. Je passe l'entretien. Ça fonctionne très très bien, j'accroche avec le directeur, il y a vraiment quelque chose, il y a un feeling qui se crée et il me donne les clés de la voiture, il me dit voilà ça c'est ta voiture de fonction, on t'embauche, tu vas faire l'alternance chez nous, je repars avec mon téléphone de fonction, mon ordinateur de fonction, donc moi je m'attendais pas à temps et je reviens à l'école, au final je me rends compte qu'il y a personne qui a postulé parce qu'il y a personne qui a voulu aller à Amiens pour passer l'entretien. Et quand tu arrives avec la voiture, le téléphone portable et l'ordinateur, ils étaient tous ils hallucinaient, ouais. et ils hallucinaient, ils ont tous regretté de pas avoir fait le rendez-vous. J'ai fait l'INSEC. Après l'INSEC, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils m'ont embauché. J'ai extrêmement bien vendu, c'était un univers qui me plaisait, et ils m'ont proposé un poste à la sortie d'école. Donc moi j'étais ravie, et en même temps j'avais toujours cette idée de se dire, je vendais c'était des bijoux fantaisie Inès de la Fressange et Lolita Lampica, mais j'avais toujours ce rêve de me dire j'ai envie de travailler dans le luxe. Et je regarde un petit peu et je vois qu'il y a une formation, un MBA spécialisé dans le luxe, et en plus j'avais la possibilité de le faire en cours du soir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à travailler et j'ai fait ma formation en cours du soir, sub de luxe. Et là, je me suis éclatée parce qu'on a rencontré des intervenants exceptionnels. Et au bout de cette année, j'ai eu mon diplôme et je suis sortie. J'étais la 3e de ma promotion et je me souviendrai toujours le sourire de ma maman qui était venue pour la remise de diplôme. Et en fin de compte, c'est Alain Ducasse. En plus, elle adore cuisiner et c'était Alain Ducasse qui m'a remis mon diplôme. Et c'est vrai que là, sur ce moment-là, j'ai une petite pensée évidemment pour mon frère que je remercie parce que jamais j'aurais fait ça si j'avais pas eu cette expérience à la poissonnerie. De cette expérience-là, je me suis toujours dit, il faut continuer à apprendre et pas s'arrêter. Dans cette formation à Sub de Luxe, j'ai eu l'occasion de rencontrer Agnès Combach, qui était la PDG de Tiffany. Et moi, Tiffany, à l'époque, j'ai une vingtaine d'années, Tiffany, ça me faisait rêver. Et à la fin de la conférence, je lui ai donné mon CV. 1 an après, elle m'a rappelé, elle m'a dit, voilà, on ouvre la 2e boutique de Tiffany en France. J'aimerais que vous soyez la responsable adjointe de la boutique. Oh. Donc, alors moi, je me souviens, j'étais tellement contente
que j'ai accepté le poste, je savais même pas combien j'allais gagner. Pour moi, c'était une super opportunité. J'ai évolué de directrice adjointe à directrice. Et après, il y a De Beers qui ouvrait sa première boutique en France et qui m'a contactée. Et là, De Beers, c'est le royaume du diamant et j'ai pas pu refuser, j'ai pris le poste. J'y suis restée 13 ans. On a fait des ventes au départ que jamais j'aurais imaginé. C'est vrai qu'on a commencé à faire des ventes 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 100 000. Et après, on a fait des ventes qui ont été jusqu'à plus d'1 million d'euros sur juste un client. Donc ça a été une expérience exceptionnelle. Et puis au bout de 13 ans, j'ai Boucheron qui m'a contacté. Ils avaient envie de développer leur vente et j'ai eu une opportunité de travailler pour cette très belle maison. Et pendant tout ce temps-là, c'est vrai qu'avec Guillaume, on a toujours pris une partie de nos économies en se disant on va investir en nous et on va faire des formations. Donc, on a fait des formations en PNL, on a fait des formations en développement personnel, on a fait des formations en vente, on a fait en formation, toutes les formations qui nous intéressaient, et ben, on savait que on pouvait les faire et ça nous a aidés tout au long de ces années puisque comme on était directeur de boutique, il fallait bien aussi, nous, qu'on puisse aussi former nos équipes et c'est ce qui nous a permis de progresser. Et c'est vrai que il y avait effectivement les livres, on a appris en étant aussi en relation avec les meilleurs vendeurs de toute la place Vendôme, parce qu'il y a plein de choses qu'on pense apprendre que dans les livres, mais au final, il y a 80% de l'essence des techniques de vente qui se retransmet de vendeur en vendeur avec vraiment des vendeurs d'élite. Mais c'est que en présentiel, en fait, finalement, qu'on apprend vraiment Complètement. sur le tas, ouais. Complètement. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours dit aux vendeurs, on est dans un secteur du luxe où la barre est très haute, où chaque détail est important. Il faut continuer constamment à apprendre. Le jour où vous apprenez plus, vous désapprenez. Donc, continuez à apprendre et il faut se former régulièrement. Du coup, vous parlez de formation, mais concrètement, du coup, vous avez déjà eu des élèves. Est-ce que vous avez une anecdote ou un cas concret de vos élèves qui ont réussi dans le domaine du luxe et qui ont réussi à s'implémenter en fait dans ce marché-là? En fait, on en a plein. Mais juste sur les formations, c'est vrai on s'est constamment, on a continué à se former. Et moi, je l'ai vu dans ma progression, c'est que chaque fois que je faisais une grosse formation, quand j'étais chez Urman, j'allais beaucoup aux États-Unis et j'en ai profité pour me former avec des excellents, avec des vrais pros aux États-Unis. Bon, déjà, c'est vrai que ça coûte un bras et tu sens que. Mais quand tu arrives, tu sais pourquoi ça a coûté aussi cher parce que vraiment, tu apprends énormément. Mais moi, toutes les accélérations que j'ai eues dans ma carrière, ça correspond à une formation que j'ai fait à un moment et après, je vois l'effet, l'accélération juste derrière, où je vois l'effet de la formation qui fait que j'ai plus de confiance, j'ai appris des trucs, j'ai d'autres réflexes, j'ai appris des nouvelles choses que je peux ramener. Et à la fin, dans l'année, il se passait toujours quelque chose. Donc, j'ai vraiment vu un effet assez important, j'allais dire assez puissant sur ça quand même, qui est assez impressionnant. Pour revenir à ta question, est-ce qu'on a vu l'effet sur des personnes avec qui on a travaillé dans nos équipes? J'allais dire oui. Alors moi j'en ai deux en tête parce que là, j'en ai eu deux là, dans les 2 dernières semaines où en fait j'ai 2 anciennes personnes qui travaillent avec moi qui m'ont contacté et les deux à peu près pour la même chose. La première, elle a commencé chez Garel, ici à Paris, dans les grands magasins. Elle est venue dans notre équipe chez Urman, on l'a formée, on l'a motivée, etc. Mais on s'est vraiment rendu compte qu'en fait, les techniques de vente, tout ça, c'est bien dans le luxe, c'est hyper important dans la vente et encore plus dans le luxe. Tout ce savoir-être, ce cérémonial de faire attention aux choses, d'avoir une belle qualité de langue, une belle attitude, une belle posture, d'être bien habillé, etc. Bien sûr. Mais après, ce qui fait vraiment la différence, ça va être aussi finalement, et c'est le truc qu'on apprend, nous, en tout cas, à cultiver énormément, c'est à travailler ta personnalité en fait, à devenir un peu un personnage. C'est que tu deviens incontournable et on t'aime à toi et finalement que toi parce que c'est toi qu'il y a un lien particulier, etc. Et typiquement, j'ai 2 vendeuses en tête qui m'ont contacté. Il y en a une, elle a commencé chez Garel, les grands magasins. On a vraiment travaillé sa personnalité aussi et elle était super forte sur ça. Elle est devenue au bout de quelques années directrice chez David Yurman ici aux Galeries Lafayette. Ensuite, elle a voulu partir à New York. Elle est partie à la vente dans une boutique David Yurman. C'était la première vendeuse, mais c'était juste la meilleure vendeuse. Elle faisait 2 fois plus de chiffres que le deuxième avec son accent à la française. Donc, c'était quand même vachement bien. Et ensuite, elle est passée chez Bulgari sur la 5e avenue. Donc, c'est quand même la plus grosse boutique Bulgari qui doit exister aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Et elle était directrice adjointe. Là, je l'ai eu récemment. On continue à s'appeler régulièrement, etc. Elle est chez maintenant. Elle s'occupe uniquement des plus gros clients
dans le monde, enfin à travers les États-Unis et l'Amérique latine. Et en fait, elle fait, à elle toute seule, elle fait plus de chiffre d'affaires que certaines boutiques à Paris, juste elle toute seule. Et là, l'autre jour, ce qui s'est passé, c'est elle était sur la boutique de la 5e avenue, elle était en bas, en fait, parce qu'il y a 7 étages, avec la haute joaillerie au 7e étage, elle est plutôt sur le 7e étage, elle était en bas, et elle regardait, il y avait un groupe de clients saoudiens qui se promenaient, et qui passaient de kiosque en kiosque, enfin, c'est pas des kiosques, mais c'est des îlots, d'îlot en îlot, et puis personne s'est vraiment occupé d'eux. Mais il y a un système de rotation, donc elle n'a pas le droit d'aller piquer le client sous le nez d'un vendeur qui est là-bas. Et donc, du coup, elle les a laissés faire. Ce qu'elle a fait, elle s'est mise à côté de la porte de sortie. Et ils allaient sortir. Et au moment où ils allaient sortir, elle a été les voir. J'ai vu que vous êtes promenés. Qu'est-ce que vous avez vu de beau? Bon, rien de particulier, etc. Mais il me semble que je vous connais. Il y en a une, elle l'a reconnue. Il me semble que je vous connais. Je ne sais pas déjà vu ou à Paris ou chez Bulgari ou. Ah, peut-être, c'est vrai qu'on voyage, etc. Je raccourcis l'histoire. Elle lui dit juste, je pense. Et alors, qu'est-ce que vous avez vu de beau? Pas grand-chose, rien de super, etc. Et elle lui dit, je pense que ce qui vous plaît, c'est pas ici, c'est au 7e étage. Donc si vous voulez, si vous avez encore 5 minutes, je vous emmène, je vous montre 2-3 trucs, je suis sûr qu'il y a des choses qui vont vous plaire. Ok, elles sont montées, elles sont restées, c'était que un groupe de femmes, elles sont restées 1 heure, elles sont reparties avec 750 000 euros. Mmh. Donc ça, c'est un très bon exemple de tout ce qu'on a appris à faire nous ensemble, c'est déjà de jamais lâcher, tu sais jamais, et puis quand tu sens qu'il y a les moyens, il faut pas laisser passer pour des raisons de ah mais c'était pas mon tour, etc. Parce que tu représentes une maison comme ça et que si ces clients tu les laisses sortir et qu'en fait ben, on s'est pas occupé de nous, c'est juste tu vas et on t'a pas reconnu alors que tu vaux au moins 750 000 euros. Si personne te calcule, c'est quand même pas très sympa. Tu dis, bah dis donc, ça, je ne vais pas leur inspirer beaucoup. Et en même temps, le côté, ils allaient sortir et en fait, cette fille, elle va les rattraper juste. C'est un peu comme les matchs de basket où dans la dernière seconde, il y en a un qui marque le dernier panier. C'est un peu pareil. Donc elle les a rattrapés, elle fait sa vente et maintenant, ce qu'elle me disait, elle était super contente parce qu'en fait, maintenant, ils l'ont passé en visio elle a fait une conférence avec tous les directeurs de boutiques États-Unis, Amérique latine, Canada, pour expliquer son approche, pour expliquer ses petits trucs, ses astuces, etc. Donc elle était super contente. Et puis elle disait, en plus là en vidéo, j'ai assuré comme une chef, je suis sûr que ça vous aurait plu. Quoi. Et la deuxième, c'est une autre vendeuse qui est partie chez Place Vendôme et qui m'a envoyé un petit texto l'autre jour et qui m'a envoyé une photo de 3 colliers de haute joaillerie. Donc vraiment des beaux colliers. Je pense qu'ils valent tous plus de 1 million, c'est sûr. Et elle me dit, je voulais juste vous dire, juste partager, parce que c'est quand même un peu grâce à vous tout ça. J'ai fait une vente magnifique. J'ai vendu les 3 colliers plus la paire de boucles d'oreilles. Donc je pense qu'on n'est pas loin des millions. Déjà, je me suis dit, bon, ouais, déjà, bien la commission, ça doit faire plaisir. Et en plus, elle me disait, c'est une vente fantastique, je voulais partir avec vous. Et en plus, je vous raconterai, parce que la cliente, c'était pour un mariage. J'ai été invité à Riyad pour le mariage, en première classe, enfin, un truc de folie. Donc, il m'est arrivé un truc fantastique. Et la première personne à qui elle pensé, c'était de partager avec moi, parce que c'était des trucs qu'on adorait, pas des super moments comme ça avec les clients. Où on fait des ventes d'exception, mais surtout, on partage des moments et il se passe un truc spécial à ce moment-là. Et c'est ça C'est génial. ce qu'on adore. Et toi, Sandra, du coup, il y a peut-être aussi une anecdote comme ça, une histoire que Oui, tu on a aimerais nous une belle raconter? histoire en plus qu'on a partagée avec Guillaume. À l'époque, quand je travaillais chez De Beers, on a eu un agent de sécurité qui était vraiment exceptionnel, qui anticipait tout. Et c'est vrai que le samedi, on était complètement débordés. Et il allait accueillir les clients, que c'était pas forcément son rôle, mais on lui laissait l'accès. Il surveillait vraiment parfaitement bien, parce qu'il y avait 2 agents de sécurité, mais il faisait tout. Il faisait la sécurité, il s'occupait de l'accueil des clients. Dès que nous, on arrivait à se libérer, il nous disait exactement c'était à quel client de servir, en tout cas de s'occuper. Et cet agent de sécurité, il était souvent avec Jean. Alors j'avais eu la chance chez Tiffany de travailler. J'ai commencé avec Jean, qui est le meilleur vendeur Europe de chez Tiffany. Et après, quand j'ai travaillé pour De Beers, il m'a suivi. Donc j'ai travaillé toute ma carrière avec lui. On formait les vendeurs. Déjà, on adorait faire les ventes à 2 et on s'amusait à former les vendeurs pour en faire vraiment des stars de la vente. Et cet agent de sécurité, il passait beaucoup de temps avec Jean. On sentait qu'il buvait ses paroles. Une fois, un midi, je rentre de pause déjeuner. Et puis, je vois l'agent de sécurité à la place du vendeur. Et Jean, qui était quand même mon meilleur vendeur, qui était à la caisse. Et il y avait les vendeurs qui étaient installés. Et là, bon, je m'approche pour essayer de comprendre. Jean était avec la carte bleue, il encaissait 40 000 euros. Et je me rends compte que les clients ne parlaient ni français ni anglais. Et cet agent de sécurité il parlait couramment russe. Donc évidemment, je l'ai félicité parce que c'était pas non plus son rôle. On a un petit peu discuté et il m'a dit, voilà, moi, mon rêve, c'est de devenir vendeur.
Alors, en discutant, je me suis rendu compte qu'il parlait pas du tout anglais. Donc, on a décidé avec l'équipe de l'aider. On n'a fait que de parler anglais avec lui et on l'a formé au même titre que toutes les autres personnes de l'équipe à devenir, quand on lui a donné toutes les astuces, mais effectivement, il restait agent de sécurité, mais il avait tous les tips de tous les vendeurs. Et un jour, j'ai eu l'occasion de me faire une vente sur des sorties de collection et on me demandait de recruter 2 vendeurs juste sur 2 jours. Donc il fallait que je trouve des vendeurs, mais avec qui j'avais confiance. Et là, je me suis dit, je vais prendre mon agent de sécurité, je suis sûre qu'il va cartonner. Je le prends, sur les 2 jours de vente, il me réalise 80% du chiffre d'affaires. J'ai jamais fait, C'est énorme. oui, j'ai jamais fait autant de chiffre d'affaires sur une vente sur 2 jours que quand il était là. Et ce qui se passe quelques temps plus tard, il y a Guillaume qui me dit, voilà, il ouvre David Urman et il me dit j'arrive pas à trouver de vendeur russe. Et là je lui dis Ça, c'est chérie, ton pique. je dis Guillaume, il faut impérativement que tu prennes mon agent de sécurité. Je sens qu'il y a du potentiel, il est exceptionnel. Et là Guillaume, Et il moi, me j'étais dit, là, mais c'est pas possible, je vais pas prendre enfin, tu lances une marque, 3e aux États-Unis, tu lances la marque, tu vas pas leur proposer l'agent de sécurité enfin, je dis, j'ai 0 crédibilité, donc c'est pas possible. Et en même temps, alors il voulait pas, mais j'ai vraiment insisté. elle me lâchait pas. Et en fait, et en même temps, je dis, ok, je le prends en entretien. Je le prends en entretien. J'ai dit, non, il a l'air quand même pas, il a l'air d'en vouloir. Il a l'air vraiment super motivé. Donc, j'appelle mon boss. Je lui dis, écoute, pour vendeuse russe, j'ai un mec, mais enfin, je me dis, je vais quand même tenter le coup parce que les Américains, ils sont quand même assez intelligents. Je savais qu'en France, t'es agent, tu restes agent, C'est tu non. mélanges pas. Mais les Américains, ils sont quand même vachement dans la démarche on lui laisse sa chance, etc. Donc, j'en parle à mon boss. Je lui dis, écoute, j'ai un agent de sécurité. Il est chez De Beers. C'est ma femme. Elle connaît super bien. Des fois, il fait des ventes tout seul. T'as juste à encaisser avec des Russes. Tu sais même pas ce qui se passe. Ils lui ont laissé sa chance pendant 2 jours. Il a été au top. Je lui dis, honnêtement, j'ai vraiment l'impression qu'il en veut à mort. Il parle pas très bien anglais. Mais Il je est pense qu'il russe. va. Mais il est russe. Il parle super bien. Et puis surtout, je pense qu'il y a. Il me dit, écoute, c'est facile. Je pense que ce mec, c'est un peu la chance de sa vie, d'après ce que tu me dis. Donc, il a un truc à prouver. Et en plus, au pire, si ça marche pas, le droit français, on a un mois, enfin, on a du préavis, etc. Donc, si ça, c'est pas très grave. Finalement, on cherchera quelqu'un d'autre. Mais ça vaut peut-être le coup parce que ce sera peut-être plus lui le plus motivé de tous. Bah, bingo, ça va pas loupé. C'est que premier jour, c'était déjà le premier vendeur. Et puis il sautait dès qu'il y avait un client, il était dessus. Et c'est tout de suite devenu le premier vendeur. C'est resté le premier vendeur. Pendant 3 ans, il était tout le temps loin devant. Je me souviens une fois, je le vois rentrer de pause déjeuner. Il y avait un monde fou à la boutique et je le vois, il aperçoit un couple que j'avais vu aussi, mais en fait, on en était tous occupés, donc personne ne pouvait. Et je le vois, en fait, il arrive, il regarde les clients, il enlève sa veste, il jette sa veste dans le back-office, il revient, il les attrape, mais au moment où ils allaient sortir, il engage la conversation, etc. Et je le vois, il discute, et puis je le vois sortir de la haute joaillerie, et je voyais que ça parlait émeraude, etc. Et je dis, qu'est-ce qu'il me fait? Finalement, je me libère, je vais voir, et je vous la fais rapide, l'histoire. À la fin, ça dure pas tout à fait 1 heure, et au moment où j'arrive, la discussion, c'était, le problème, c'est que on a déjà vu une émeraude place Vendôme chez on a versé un acompte, est-ce qu'on peut l'annuler? Alors nous, la réponse, c'est, bah, ça se fait pas, mais s'il faut, on est d'accord. Donc, Ouais. en tout cas, donc on les a pas poussés à faire ça, mais une chose est sûre, c'est qu'ils se sont dit, bon, on préfère, la discussion, c'était, laquelle tu préfères, chérie? Bah, celle-là, il n'y a pas photo. Donc, le monsieur, il est reparti chez dire, on a trouvé quelque chose de mieux, se faire rembourser son acompte et faire la vente. Donc, c'est là la puissance de dire, c'est que il y en a beaucoup qui se seraient arrêtés à ah oui, mais on a déjà vu quelque chose quelque part, on a déjà versé un acompte, tout le monde dit c'est mort. Bah, lui, il continue et il nous en a fait comme ça, mais des dizaines de ventes. Et c'est ce qui fait que c'est devenu la légende, alors la grosse légende chez les agents de sécurité, mais chez les vendeurs aussi, parce que maintenant, après, il est parti chez Boucheron, il est parti directeur de boutique. Il a fait Cannes, Nice et Courchevel en même temps, les 3 boutiques, en faisant toujours des ventes d'exception. Il était resté 7 ou 8 ans. Maintenant, maintenant, il n'y est plus, mais après, il est parti chez Chaumet. Et chez Chaumet, il était directeur de Monaco. Et c'est lui qui faisait les plus grosses ventes de haute joaillerie dans le monde chez Chaumet. Il partait en avion avec ses clients. Enfin, et en fait, il n'y a même pas 10 ans de ça, il était agent de sécurité, quoi. Enfin, ou 15 ans, il était agent de Ouais, il a vraiment sécurité. vécu un conte de Donc, fées, quoi.
Mais, Oui, mais il s'est donné les moyens Bien parce sûr. qu'il n'a pas arrêté de se former. Et quand il y a des personnes qui le formaient, mais il buvait les paroles, il prenait des notes. Je voyais des fois, il écoutait, il me disait que le soir, il écoutait des audios en dormant. Il était mais à fond dans la formation. Il s'est vraiment donné les moyens de réussir. Et aussi, on peut voir qu'il trempait déjà dans ce milieu-là où justement, il pouvait voir aussi en pratique constamment. en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il était un peu en formation continue parce qu'il avait bien vu que Jean, c'était la bonne personne à écouter. Donc, il avait presque une longueur d'avance quand il est arrivé. Après, en position de vendeur, lui, il savait déjà, il avait toutes les bonnes phrases, tous les bons réflexes. Hmm. Il avait vu faire, en fait. Et il savait que c'était un peu la clé, lui, pour sa réussite. Donc, les 4C, c'est nous, ce qu'on a fait, en fait, on a créé des formations où on s'est dit, le but, c'est pas de faire des formations sur vraiment la vente en soi, parce qu'il y en a plein qui le font déjà très bien. Mais par contre, nous, on vient du terrain, on vient de la vente, on sait ce qui manque vraiment pour faire la différence. Et donc, on va vraiment se concentrer sur les choses les plus importantes pour faire ce qui fait vraiment la différence dans le luxe ou dans l'hyperluxe, en tout cas dans nos domaines d'activité. Donc, c'est Alors le premier, on a créé la méthode des 4C, qui est la connexion client. L'idée, c'est d'avoir un relationnel d'exception avec son client, mais surtout que le client devienne fan de vous, et Avant qu'il tout. ait envie d'acheter qu'avec vous. Nous, ça nous arrivait où des fois, il y avait des clients qui venaient, ils attendaient 2 heures, mais ils voulaient un vendeur en particulier. Ouais, Parce c'est même qu'il plus avait une fait... confiance, quoi. Ça va au-delà de la confiance. Exactement. Il y a une relation qui va sur... C'est un peu comme tu viens voir un bon copain et tu lui dis non, mais j'attends mon copain. C'est ça, il y a de la confiance, il y a de la complicité, il y a tout ça. C'est vraiment ce qui fait la différence en fait. C'est qu'à la fin, on veut que Sandra parce que c'est que Sandra, quoi. C'est normal. C'est normal. En deuxième C, c'est les codes du luxe. C'est ce qui va faire vraiment la différence parce que si on veut travailler dans le luxe, il faut connaître tout ce qui est protocole, tout ce qui est étiquette, le savoir-vivre, le savoir-dire. L'idée, c'est de parler exactement le même langage que son client. Si on n'a pas ça, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas non plus connecter avec son client. C'est tout ce que tu as besoin en fait. Nous, c'est tout ce qu'on va falloir quand on dit, ils disent en anglais, il va falloir le groomer un petit peu, il va falloir le booster un petit peu. C'est quand il y a un nouveau vendeur qui arrive, souvent il va falloir faire des petits ajustements sur la tenue vestimentaire, sur l'attitude, sur la qualité de langue, il y a des choses qui se disent pas, il y a des choses qui se font pas, il y a des choses qui... Et c'est tous ces petits ajustements qui, bout à bout, font la différence et qui font que c'est plus classe à la fin. C'est qu'est-ce qui est luxe ou qu'est-ce qui n'est pas, c'est vraiment ça, ça se fait pas chez nous. Ou ça, tiens, tu pourrais faire ça. C'est être prévenant, être gentleman, c'est beaucoup de politesse, de sourire, de bonne manière. En fait, c'est les bases des fois du savoir-vivre. C'est juste quand il y a quelqu'un, on dit bonjour, quand il y a quelqu'un, on l'écoute. Ou comme ça se passe beaucoup à la française, c'est on fait pas la gueule quand il y a un client, quoi. C'est ton client, il y a plein de bonnes Après, choses derrière ça. on rejoint quand même aussi une valeur que tu as mentionnée au tout début, c'était de toujours mieux faire que ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'en gros, c'est toujours aller au Oui, maximum de... oui. C'est ça aussi, j'ai l'impression Le qui luxe, c'est différencie. tout, mais en mieux. Et c'est pour ça, moi, que je voulais y aller, parce que je voulais... en fait, je me disais, je veux faire partie d'une espèce d'élite. Alors, c'est pas que je voulais faire partie de cette élite-là, mais c'est que moi, je me disais, moi, je veux faire partie des meilleurs, et je veux faire de la vente, je veux faire ci, mais en fait, là où tout est mieux, c'est dans le luxe, où tous les produits sont mieux, où l'image, tout est plus cher, tout est plus ci, tout est plus ça. Et moi, je veux faire partie de ce qu'il y a de mieux, et être... encore au top de ce qu'il y a de mieux. Et c'est mieux en produit, c'est mieux en service, c'est mieux en... Quand on parle anglais, c'est mieux que tout est censé être mieux. Après, on fait... Hmm. L'anglais, c'est peut-être pas toujours le bon truc. Peut-être aussi ce qui peut être assez intéressant en fait, c'est de comprendre que le luxe n'est accessible en fait qu'aux personnes qui cherchent constamment en fait à s'améliorer, à être perfectionnistes en fait sur leur manière d'être pour essayer d'être toujours en fait au meilleur du meilleur. Oui, il y a beaucoup de perfectionnisme quand même. C'est On dit même que le retail is detail. Et c'est vrai que c'est important parce que chaque détail compte. dans le luxe, clairement. Enfin, nous, il faut être... moi ça me va très bien parce qu'il faut être un peu maniaque, il faut être un peu... faut regarder toutes les traces de doigts partout, il faut voir si tout est propre, s'il n'y a pas une poussière par terre, s'il y a pas un cheveu qui part de travers, il faut être d'apparence parfaite, il faut que la boutique soit parfaite, il faut que tout soit parfait. Et après, dans ta démarche, il faut que tu sois parfait aussi. Mais il faut en plus, surtout, nous les 4C, on les a déclinés, c'est parce que ça rappelle les 4C des diamants, la Clarity, Cut. C'est quoi ça, ces 4C du diamant? Les 4C du diamant, la spécialiste du diamant, elle va vous dire. Alors, il y a 4C qui déterminent la qualité d'un diamant. Hmm. Donc, le plus connu, c'est le carat. C'est le poids du diamant. Après, on dit la clarity, c'est la qualité de pureté, s'il y a des imperfections ou pas dans le diamant. Après, Donc vous plus il est avez... translucide, plus il est pur, ou comment on peut qualifier qu'il est pur?
Alors, c'est quand on regarde à la loupe hein, et qu'on voit s'il y a des imperfections ou pas. D'accord. Il peut y avoir des Des micro-imperfections, mais qui micros. peuvent être aussi invisibles à l'œil nu. D'accord. Imagine en fait dans ton diamant, comme si c'était un petit bout de verre, imagine si tu vas essayer de voir s'il n'y a pas des petites poussières ou des petits points noirs à Hmm. l'intérieur. Donc moins il y en a, plus c'est pur, plus c'est parfait. Ok. Après, le troisième C, c'est le cut. C'est comment va être taillé un diamant. Vous pouvez avoir un diamant de 10 carats, mais s'il est mal taillé, il brillera pas. Donc, il vaut mieux un diamant, entre guillemets, plus petit, mais mieux taillé pour avoir beaucoup plus de brillance. Hmm. le Et dernier, puis c'est après, la c'est la couleur. La couleur, ça commence à D comme diamant, et c'est le diamant le plus blanc, et après, ça va E, F, G, H. même chose, on regarde le diamant par transparence et on va regarder si la teinte de la pierre, si tu pourrais prendre l'image du bout de verre de tout à l'heure, est-ce que ton bout de verre il est complètement transparent ou vraiment blanc, complètement incolore ou légèrement jaunâtre, un peu ou alors très marronné, mais Hmm. on va regarder cette couleur là. Et plus c'est complètement incolore, plus c'est blanc parfait et mieux c'est. Et Donc, les, si c'est incolore et qu'en plus t'as pas de poussière, enfin pas d'inclusion, t'as le top. et les prix peuvent varier de façon exponentielle en D'accord. fonction de ces critères-là. Donc, ça fait vraiment Et j'imagine que c'est ça fait une des différence critères énorme. multiplicateurs, en fait. Exactement. C'est pas Ouais. juste des critères additionnels, quoi. Ouais, C'est Exactement. jackpot si t'as les 4C du coup. ouais, c'est ça. Ouais, de toute Exactement. façon, avec 4C, à mon avis, tu as forcément 4-0 minimum. C'est un peu ça. Donc nous, on a fait le troisième C. 4C. Oui. Le troisième C, ça va être la conclusion de vente. Il y a beaucoup de vendeurs qui pensent que comme on est dans le luxe, c'est pas très luxe de conclure. Faut pas être pushy. Hmm. Ah oui. Mais le nerf de la guerre quand même, c'est même si on est dans le luxe, il faut vendre et il faut conclure, mais avec élégance. Donc l'idée, c'est de pouvoir être inarrêtable. Hein. Et c'est vrai que nous, on a fait toute une formation où justement, on met en valeur tous ces points-là. On commence déjà sur le mental. Hein. Déjà, si mentalement, tu es prêt et tu es hyper positif, tu sais que tu vas vendre, tu as déjà beaucoup plus de chances de Bien vendre. Hein. Donc, on travaille sur le mental. Une deuxième chose, on vous donne toutes les techniques pour répondre à toutes les objections clients. Donc, on travaille, il y a des objections qui sont classiques. Il y a les grands classiques, toutes les plus fréquentes là qu'on entend en longueur de journée. Donc ça, on a des parades. Voilà. Super intéressant. Et puis après, on a toutes les techniques et les phrases de conclusion. Donc, on vous donne carrément, il y a plus d'une 50aine de phrases de conclusion qu'on utilise régulièrement dans le luxe. On vous les donne, vous avez plus qu'à choisir celles avec lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise pour pouvoir les utiliser. En fait, finalement, si, enfin, ce troisième C, si en fait on ne sait pas conclure, en fait, finalement, ça ne sert En à fait, rien, en fait, la- on la sait con- avant les codes, etc., puisque finalement, l'argent, on le gagne qu'à la conclusion. C'est le nerf de la guerre. C'est là où c'est là où tout se transforme ou pas en fait. Ça tient à rien parce que en fait tu peux faire des super présentations comme moi quand je débutais j'étais un super présentateur. Je présentais tout super bien, je faisais tout bien, mais en fait je concluais jamais. Et le truc c'est qu'à la fin bah, tu chiffres pas. Et tu vends rien. Et il y a des études qui sont sorties sur ça dans le monde du luxe. Et en fait, tu te rends compte que tu as 4 fois sur 10, les vendeurs, ils proposent même pas aux clients d'acheter. Ils essayent même pas. Parce qu'en fait, on sait que c'est le moment le plus redouté des vendeurs. La conclusion, c'est le moment où que tout le monde redoute. T'as un peu les mains moites, tu vois, t'as un peu le cœur qui bat, tu dis, j'y vais, allez, faut y aller. Bon, si je prends un râteau, bon. Et en fait, ce qui se passe, ils sont tellement paralysés à l'idée de prendre un râteau qu'ils oublient qu'ils peuvent aussi faire la vente. 4 fois sur 10, ils font pas. Ils tentent même pas, ils demandent même pas. L'étude où c'est vraiment intéressant, c'est que sur les 4 à qui on n'a pas demandé, l'étude, elle demande à ces gens-là, il leur demande. Et en fait, cette étude dit que sur les 4 à qui on n'a pas proposé d'acheter, il y en avait 3 qui étaient prêts à acheter. Et ils auraient acheté si on leur avait proposé. Donc tu perds juste, si tu fais le calcul, tu perds 28% de business que tu aurais pu faire juste en proposant, juste en posant la question. Si à chaque fois sur ces 4 clients-là, tu tentes, as 3 fois, sur les 4, 3 fois sur 10, ça marche quand même. C'est quand même dommage de se priver de ça juste parce que tu n'as même pas essayé. Et encore, on ne parle même pas d'avoir le bon mot, la bonne technique. C'est juste de faire. Super intéressant. Si en plus tu as plusieurs cordes à ton arc et tu sais rebondir avec la bonne phrase qui va bien quand on te dit ah mais il faut que j'en parle à ma femme, ah mais je dois réfléchir, ah mais si tu sais, ça tombe à chaque fois. Donc après c'est facile de savoir rebondir là-dessus, ouais. Complètement. Et le quatrième? C'est quoi le rebondissement que vous connaissez, que vous rencontrez le plus, par exemple? Est-ce que c'est trop cher ou faut que j'en parle à ma femme, Oui, c'est quoi la j'ai phrase pas qui le revient le plus temps. souvent? J'ai pas le temps, j'hésite. Je vais réfléchir, il faut que j'en parle à ma femme. C'est les deux. Il n'y a pas l'inverse aussi? C'est souvent le monsieur qui doit vraiment parler avec sa femme? Ah, Ou est-ce que ça arrive la madame femme qui avec dit, monsieur. Enfin, il faut que j'en Ouais, parle d'accord. avec mon conjoint, on va dire, D'accord, globalement. ok, d'accord. En fait, c'est je bon. botte en touche
Donc il y a plein de techniques où on va, soit on va demander qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'elle en passerait à votre avis, mais il y a plein de, finalement, c'est juste une excuse en fait. Donc une fois que tu as enlevé l'excuse, si tu fais parler sa femme, puisqu'il faut qu'il en parle à sa femme, à votre avis, elle va dire quoi? Il va dire ce qu'il pense vraiment, et là tu as la vraie objection et tu peux la démonter et tu peux gérer le truc. D'accord, ok. Mais il y a une Après, dizaine de j'imagine que manières ça va vraiment apparemment. dépendre du produit, de la personnalité du mari qui va répondre. Ça dépend, oui, de la discussion, de ce qui a été dit, de comment tu vas. Quand tu en as une dizaine de manières de répondre à ça, t'es pas inquiet Hmm. déjà, parce que quand ça tombe, tu dis, ok, et puis tu sais comment tu le gères et tu sais que ça marche, donc déjà tu es beaucoup plus confiant, tu es beaucoup plus serein, tu sais que ça va tomber, donc finalement, quand ça arrive, tu sais que c'est là où on va pouvoir vraiment s'attaquer aux vraies raisons, ce qui bloque Hmm. vraiment. Mais c'est plutôt, mais c'est un truc que je voulais dire, c'est que quand même tout ça, moi il a fallu que j'aille aux États-Unis le chercher, ça, parce que ça en France, et depuis le début, moi quand je suis rentré chez Van Cleef et que je me suis rendu compte, je sais pas vendre, ça va pas, je me suis dit, il faut que je veux devenir une référence, je veux devenir le mec qui vend le plus de diamants sur Paris, je veux que quand on pense, je vais acheter un diamant, je veux qu'on pense à moi, j'en étais là, et après, je me disais, il faut que j'arrive à trouver un moyen, il faut que je trouve cette espèce de méthode, un truc un peu caché, un truc de super pouvoir, où presque de les hypnotiser, mais je voulais arriver à ce que quand il y a un client, s'il tombe sur moi, c'est obligé qu'il achète. Pour moi, je voulais arriver à ça. C'est qu'en fait, Hmm. j'avais 100% de réussite. Si j'ai quelqu'un qui tombe sur moi, il est foutu. Il achète, obligé. Alors, j'ai pas, et du coup, je suis allé en France, j'ai rien trouvé, j'ai pas trouvé tout ça, et je suis allé aux États-Unis. Alors, j'ai pas trouvé exactement ça, mais j'ai quand même trouvé beaucoup plus de réponses à des trucs super efficaces. Des fois, c'est juste du bon sens. Bah oui. Et tu dis, mais pourquoi ça, je l'ai pas en France? Et en même temps, tu dis, mais si j'avais eu ça, mais j'aurais fait un carnage. Tu dis là, il y a des fois, ça te sort d'une vente, une belle vente que tu te souviens d'un seul coup, tu dis ça, j'ai pas su répondre, j'ai pas fait, si j'avais eu ça, ça aurait pu basculer. Donc c'est ce qu'on a été chercher, et c'est pour ça qu'on est très fiers d'avoir cette formation-là, parce que notamment celle-ci, alors les autres aussi, mais celle-ci sur la conclusion de vente, il y a, honnêtement, il y a plein de choses qu'on n'avait pas en France, il y a plein de choses qui nous a beaucoup manqué, et je connais la puissance de ces trucs-là et à quel point ça peut servir, et c'est pour ça qu'on fait ces formations aussi, parce qu'on veut offrir aux vendeurs, parce qu'on se les aime bien, nous, nos vendeurs, on veut qu'ils puissent progresser, et on veut aussi qu'ils puissent s'offrir une carrière. Donc Hmm. progresser sur leur chiffre d'affaires, mais aussi progresser sur... souvent, il y en a plein qui sont arrivés dans la vente un peu par hasard, parce que soit ils parlent bien anglais, soit ils parlent bien chinois, soit il y a besoin d'un job, ils sont tombés là, et puis tu présentes bien, tiens, t'es pris, et puis sauf que tu sais un peu vendre ou pas trop, tu sais pas trop faire du luxe et encore moins conclure. Et tous ces gens-là qui sont là, en fait, ça peut leur donner un nouvel élan. Et dès que tu les formes un peu et dès que tu leur donnes les outils, en fait, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas à se cacher d'être vendeurs. Mais au contraire, c'est une vraie fierté. Nous, c'est un métier qu'on adore et on est très fiers d'être vendeurs, même s'il y en a plein, on dit ah, des vendeurs, comme on dit ah, des vendeurs. Ouais, mais nous, on est vendeurs en luxe, on vend les bijoux les plus beaux au monde et on peut pas faire ça s'il n'y a pas d'éthique. Tu gagnes là tout de suite, mais après, tu perds sur le long terme. Et Hmm. nous, ce qu'on veut, c'est tout le contraire, c'est que les clients puissent se dire, je me suis pas fait avoir, mais j'ai même été ultra bien conseillé, et c'est Guillaume qu'il faut aller voir, c'est Sandra qu'il faut aller voir, c'est Jean, c'est Grégoire, c'est tous les autres, mais parce que eux, non seulement je suis bien conseillé, mais en plus j'en redemande, et on veut qu'ils reviennent et qu'ils nous envoient leur sœur, leur mère, la belle-mère, tout le monde, parce qu'ils disent, faut que tu ailles les voir. Et donc, incroyable l'histoire. J'adore la manière dont tu racontes tout ça. Et vous avez donc parlé d'un quatrième C. Tout à fait. Donc le quatrième C, c'est le clienteling. Ce qui se passe, c'est que souvent les vendeurs nous disent il n'y a pas de trafic en boutique. Les boutiques sont vides. Mais nous, l'idée, c'est de leur apprendre justement à faire revenir aussi bien leurs prospects que leurs clients en boutique. Hmm. Il y a des techniques et ça s'apprend. De toute façon, on leur donne aussi des stratégies pour, en fonction de leur catégorie de clientèle, de pouvoir les refaire venir les clients en boutique. C'est vraiment le clienteling, c'est vraiment ton clienteling et toutes tes relances clients, toute ta communication avec tous tes échanges avec ton client. Donc aujourd'hui, ça se passe énormément par ton smartphone, par mail, c'est de l'expérience luxe. Tes échanges par mail, tes échanges par texto, c'est de l'expérience luxe. Tes échanges WhatsApp, tes échanges sur les réseaux sociaux, ce que tu communiques, c'est du luxe ou pas. Quand tu réponds au téléphone, des fois on se rend compte que très souvent, alors tu peux avoir une interaction assez luxe en boutique, dès que c'est au téléphone, ça peut baisser d'un niveau parce que tu n'es pas formé du tout sur ça au téléphone et tu as beaucoup moins ce côté très luxe. Donc moi j'ai fait du phoning, j'ai fait des call centers, j'ai fait plein de choses, donc c'est plutôt un truc sur lequel je suis fort, mais notamment sur tes relances, trouver des raisons, trouver des excuses pour faire revenir tes clients. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est de faire venir tes clients dans la boutique.
Une fois qu'ils sont là, tu peux leur montrer des choses, tu peux leur faire envie, mais tant qu'ils sont pas là, et pour les faire revenir, il faut être visible. Donc, il faut communiquer. C'est la guerre de la visibilité aujourd'hui. Il faut communiquer et il faut surtout trouver des excuses qui ne soient pas commerciales. Il faut trouver des bonnes raisons de venir, des choses à voir, des choses à régler, etc. Chez Boucheron, par exemple, ils ont une règle, enfin, ils ont un truc, c'est que 3 fois sur 4, quand tu appelles un client, Tu parles pas business. Mmh. je trouve ça trop fort. Enfin, c'est la règle, c'est tu les appelles. Si tu dois appeler tes clients, 3 fois sur 4, tu débrouilles, mais c'est pas commercial. C'est pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça va. Tiens, j'ai pensé à vous à cause de ça, ci, à ça. Et après, si tu as besoin une fois, mais le ratio, c'est ça, c'est 3 fois sur 4, tu parles pas business. C'est Il du y a un plaisir. point, ouais, il y a un point aussi que j'aimerais rajouter, c'est qu'il y a quand même 20% des clients dans certaines maisons qui font 80% du chiffre d'affaires. Donc ces 20%-là, bah, il faut vraiment, vraiment s'en occuper et faire une stratégie particulière pour cette clientèle qui est vraiment très très haut de gamme. Eh bien, ça donne envie de se lancer dans le luxe. Moi, par exemple, j'ai l'impression que si on apprend les 4C, on peut facilement travailler dans le luxe. Moi, j'ai un ami qui veut travailler dans le luxe. Qu'est-ce que vous lui recommanderez? Est-ce qu'il peut prendre cette formation, Alors, il apprendre faut les qu'il vienne 4C? nous voir. S'il veut réussir, il faut qu'il vienne nous voir parce qu'on va bien le préparer. Est-ce qu'il y a des qualités, des compétences à avoir un peu innées ou est-ce qu'il faut être faut être très motivé? Enfin, On ne naît pas bon vendeur dans le luxe, ok. ça c'est certain. Ouais, c'est sûr que tu n'es pas, à ta naissance, il n'y a pas marqué que tu seras un bon vendeur dans le luxe. Hein, Ah, c'est sûr, oui. C'est vrai que Louis Vuitton, travailler chez Louis Vuitton, c'était pas tout de suite. Et ouais. Non, mais c'est tout s'apprend. Alors, plus ou moins jeune dans ton. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais vendeurs. Il n'y a que des vendeurs qui sont bien formés, bien entraînés, ou pas formés ou pas entraînés. Et moi, le premier, je m'aurais vu quand j'avais 20 ans, veste verte, chemise jaune, cravate rouge, et que j'avais l'impression, on aurait dit que j'avais 15 ans, je ressemblais à rien. Tu vois, il a fallu qu'on m'apprenne. Ah, oh, Guillaume, dites pas ça. Oh, Guillaume, pas comme ça. Oh, Guillaume, faites plutôt comme ça. Les du coup, c'est terminé. Mais oui, mais tout ça, ça s'apprend. Le truc, c'est que nous, ça nous a pris 25 ans, tout ça. Parce que moi, j'ai commencé jeune chez Louis Vuitton, j'ai eu de la chance, j'ai été formé chez Louis Vuitton, ils ont quand même des standards qui sont vachement élevés, mais j'aurais pu mettre encore plus de temps. Mais tout ça, tu l'apprends petit à petit, où ta directrice, elle te dit pas comme ça, fais plutôt comme ça, ou tu arrives chez Van Cleef, ou ton directeur un jour, il te regarde et qui écoute, si tu veux vraiment être le meilleur vendeur du monde, il faut que tu sois habillé comme le meilleur vendeur du monde. Tu prends 600 euros, 800 euros, tu les bloques là sur ton salaire le mois prochain, c'est les soldes. Tu vas chez je sais pas qui, Givenchy, Couples, tu vas t'acheter un costume de vendeur, un vrai beau costume, et tu vas voir un truc, c'est que si tu t'habilles comme le meilleur vendeur du monde, demain à la boutique, tu vas te comporter comme le meilleur vendeur du monde, parce que sinon tout le monde va te regarder en disant qu'est-ce qu'il fait lui, mais il va falloir que tu délivres. Et si tu fais ça, tu vois que ça change complètement ton mental, ta manière de faire, etc. C'est qu'après, il faut que tu assures. Donc à votre ami, on lui dirait de venir tout de suite faire son test. Pour tous ceux qui veulent améliorer leurs compétences dans le luxe, on leur propose de faire un test d'évaluation pour vérifier leurs compétences. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Hein. Et avec ce test, vous allez pouvoir estimer, vous allez avoir une note et savoir sur quel niveau vous êtes et vérifier, on vous accompagnera pour savoir exactement quelle formation il faudra faire. En fait, on a préparé un test où ça te permet de savoir à quel niveau tu te situes. Bon, déjà, si tu es fait pour le luxe ou pas, après, nous, on peut pas dire. Enfin, si tu as envie d'y aller, il faut y aller parce que tu peux aussi partir d'un niveau catastrophique et puis tout apprendre. Et souvent, quand tu pars de rien, c'est là où tu apprends le mieux. Tu passes un test, tu sais à quel niveau tu te situes, tu sais sur quoi il va falloir que tu travailles. Si c'est sur la conclusion ou sur d'autres choses, il y a plein d'autres domaines, mais en tout cas, tu sais où te situer. Et nous, par rapport à ça, on va te proposer des formations ou pas, ou en tout cas te dire où t'en es et ce qu'il faut améliorer. Super. En fait, pour vous, techniquement, pour pouvoir travailler dans le luxe, ou du moins pour améliorer ses compétences dans le luxe, c'est un peu comme une forme de casting, c'est un peu comme une forme de... faut faire d'abord un bilan des compétences, faut bien savoir se connaître pour pouvoir aller là-dedans. Pour aller dans le luxe, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Et l'idée, nous, on va vraiment accentuer toutes les forces et là où il y a des faiblesses, et on va venir combler avec des techniques pour pouvoir vous améliorer. Bah, c'est une très bonne conclusion. Merci C'est de très bonnes beaucoup, valeurs. Merci beaucoup d'être venu nous avoir partagé tout ça. Avec plaisir, merci à vous.